droit économie-gestion a choisi de décerner son prix à Madame Anasuya Raj en raison de la contribution majeure à la théorie économique que constitue le travail réalisé dans sa thèse intitulée Essays in Public Economics and Political Economy. La thèse de Anasuya Raj se situe au croisement de l'économie publique et de l'économie politique. Elle s'intéresse à la fois à la façon dont les relations sociales entre les individus affectent la nature des politiques de redistribution que la puissance publique devrait mettre en place, mais aussi aux coalitions d'intérêts qui doivent se construire dans la société et ou dans les institutions pour que ces politiques publiques puissent voir le jour. Les analyses conduites par Anasuya Raj mobilisent des approches extrêmement variées et témoignent d'une maîtrise des outils théorique mais aussi empirique tout à fait hors du commun. En particulier, le premier chapitre de sa thèse, qui constitue son Job Market Paper, propose une contribution d'une envergure tout à fait inhabituelle pour un doctorat à la théorie de la taxation optimale qui a valu, entre autres, à James Mirrlees le prix Nobel d'économie en 1996. Anasuya Raj propose ainsi de prendre en compte les liens d'altruisme existants entre les individus, en particulier au sein des réseaux familiaux. Ces liens donnent lieu à des transferts privés et à partir de là, elle pose deux questions. La première est de savoir comment la redistribution par l'État et au sein des réseaux familiaux coexistent entre elles. Et la seconde question est de savoir comment cela devrait affecter la conception de l'impôt sur le revenu. Pour répondre à ces questions, Anasuya Raj développe un modèle qui met en lumière la façon dont les transferts privés altruistes affectent l'arbitrage classique entre équité et efficacité dans la conception de l'impôt sur le revenu. Et tout au long de son travail, elle illustre ces résultats par des simulations numériques. Il s'agit là d'une contribution remarquable à la théorie économique qui fera, à n'en pas douter, l'objet d'une publication internationale de tout premier plan. Elle s'inscrit par ailleurs dans une thèse de très grande qualité et je voudrais donc féliciter très chaleureusement la candidate pour ce beau travail de recherche qui inspirera sans aucun doute un grand nombre de doctorants de PSL. Je tiens aussi à féliciter les deux mentions spéciales de notre jury. Par ordre alphabétique, Guilhem Bartolotti, dont la thèse s'intitule « Les pollicitations à l'époque romaine, études sur les promesses au bénéfice d'une collectivité », thèse soutenue à l'université Paris II Panthéon-Assas sous la direction de Philippe Cocâtre-Zildjian. Et Joël Nsonde, dont la thèse s'intitule « Entre utopie et action collective, comment accompagner la transition des territoires vers l'économie circulaire, le cas de la commande publique dans le secteur de la construction », thèse qui a été soutenue à Mines PSL sous la direction de Franck Agéry. Bravo à tous les deux. Je voudrais tout d'abord remercier Eve Caroli et les membres du jury de m'avoir attribué ce prix de thèse que je suis très honorée de recevoir. Ma thèse s'intitule « Essai en économie publique et en économie politique » et se situe donc à l'intersection de ces deux champs. D'un côté, l'économie publique, qui s'intéresse à la conception et les effets des politiques publiques, telles que la taxation, la redistribution, la provision des biens publics, et de l'autre, l'économie politique, qui s'efforce de comprendre les implications des enjeux politiques sur les décisions économiques. Mon premier chapitre porte sur l'impact des liens d'altruisme au sein des familles, des réseaux d'amis, des communautés ou des villages sur la conception de l'impôt sur le revenu. En effet, traditionnellement, comme le montre ce schéma, l'étude de la taxation des revenus considère que l'impôt sur le revenu permet à l'État de redistribuer des plus hauts revenus vers les plus bas revenus en considérant les individus comme des entités séparées. Mais dans beaucoup de sociétés, les individus sont liés au travers de leur famille, leur communauté, et sans intervention de l'État, redistribuent déjà une partie de leurs revenus entre eux au travers de transferts monétaires. Ce sont les transferts ayant lieu au sein des groupes représentés ici en différentes couleurs. Et ces transferts peuvent être plus ou moins redistributifs, justement, dépendant de la structure des réseaux, c'est-à-dire dépendant de si les individus aux plus hauts revenus sont liés à ceux aux plus bas revenus, comme dans l'illustration du haut, ou si les plus hauts revenus sont liés entre eux et les plus bas revenus entre eux, comme dans l'illustration du bas. Les questions qui se posent donc sont les suivantes. Quelles sont les interactions entre ces deux types de redistribution
Et comment la conception de l'impôt sur le revenu est-elle impactée lorsque l'État prend en compte la redistribution entre individus? Dans le contexte de mon étude, la réponse à cette seconde question se trouve dans cette équation, mais concrètement, cela va se traduire par des taux sur les différentes tranches d'imposition plus bas si les réseaux d'altruisme lient plutôt des personnes aux revenus différents, comme dans l'illustration du haut, ou plus complexes si ce sont des personnes aux revenus plutôt similaires qui sont liés, comme dans l'illustration du bas. Mon deuxième chapitre porte sur le seuil d'entrée dans l'impôt sur le revenu. En effet, si on s'intéresse à la part des ménages qui payent l'impôt sur le revenu, on constate que depuis les années 80, elle s'est stabilisée autour de 50% de la population, et ce, malgré les alternances politiques. C'est un sujet très concret pour les citoyens, qui connaît un écho important chaque année dans le débat public, comme le montrent toutes ces reprises presse. Et en même temps, ce seuil d'entrée dans l'impôt est calibré tous les ans par les décideurs publics, ce qui conduit à se demander pourquoi ils maintiennent une part substantielle des ménages en dehors de l'impôt sur le revenu. La question qui se pose alors est de savoir quelle coalition d'électeurs soutiendrait une baisse du seuil d'entrée dans l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire une augmentation du nombre de contribuables. Et nous trouvons qu'en particulier, pour les réformes les plus souvent envisagées dans le débat public, des réformes qui baisseraient simultanément le seuil d'entrée et les taux d'imposition sur les tranches de revenus plus élevés, le gouvernement devrait disposer d'une coalition regroupant des électeurs au plus haut et au plus bas revenus, tout en levant assez d'impôts sur la classe moyenne, comme illustré sur ce graphique. En faisant des simulations sur les données françaises, nous trouvons que la formation d'une telle coalition est presque impossible, expliquant ainsi la stabilité du seuil d'entrée dans l'impôt sur le revenu autour de 50% de la population en France. Mes deux derniers chapitres portent sur les préférences des parlementaires françaises et allemands sur les politiques d'intégration européenne. Dans ces chapitres, avec mes co-auteurs, nous nous appuyons sur une enquête que nous avons réalisée auprès des parlementaires français du Sénat et de l'Assemblée nationale et des parlementaires allemands du Bundestag. Pourquoi cette enquête? Parce que s'il existe des enquêtes auprès des citoyens européens pour connaître leur avis sur les compétences à allouer à l'échelon européen, nous disposons d'assez peu d'informations sur les avis des décideurs publics, ici les parlementaires, sur ces sujets. Nous les interrogeons sur deux thématiques. Premièrement, les questions de politique du marché du travail, comme par exemple la mise en place d'une assurance chômage européenne, et deuxièmement, le renforcement de l'union monétaire et économique, avec par exemple la question de la mise en place d'euro-obligations. Et nous constatons que sur ces deux questions, enfin sur ces deux types de questions, les clivages sont davantage politiques que nationaux. En un mot, un parlementaire d'un parti de gauche en France aura des idées plus proches d'un parlementaire de gauche en Allemagne que d'un parlementaire de droite en France. Et en fait, le fait que cette dimension politique l'emporte sur la dimension nationale semble encourageante pour la suite de la construction européenne. Je vous remercie pour votre attention.